Je m'appelle Benoît Messignac, je suis climatologue du CNES et je travaille au LEGOS, au laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale à Toulouse. J'ai été sélectionné maintenant 4 ans pour faire partie des experts du GIEC pour la rédaction du dernier rapport spécial sur l'océan et la cryosphère. Alors le GIEC écrit des rapports depuis 1991 maintenant, on est dans le 6e cycle d'écriture de rapports. Jusqu'au dernier cycle, le travail du rapport du GIEC se résumait à écrire un rapport environ tous les 5-6 ans qui faisait le point sur l'état du climat et sur l'état de nos connaissances et nos capacités à projeter le climat futur à l'horizon de 2100 et au-delà. Depuis 2014, le GIEC, à la demande de l'ONU, en particulier de l'UNESCO, a décidé de changer sa stratégie. Il préfère, sur un cycle de 6 ans, faire une série de rapports qui fait régulièrement l'état des connaissances sur un certain nombre d'éléments clés du système climatique. Il y a eu l'an dernier un rapport spécial sur l'état du climat si on a une augmentation de 1,5 degré, qui a été fait à la demande de la COP21. Puis un rapport spécial sur les continents et en changement climatique, un rapport spécial maintenant sur l'océan et la cryosphère sous changement climatique, et puis il y aura bientôt, pour terminer le cycle dans 1 an environ, le rapport spécial sur les projections du changement climatique. Donc pourquoi 6 ans à chaque fois sur les processus du GIEC? C'est parce que 6 ans c'est le temps nécessaire qu'il nous faut à peu près pour remettre à jour les modèles de climat, et puis refaire les simulations et réinterpréter ces nouvelles simulations. Dans le dernier rapport du GIEC, j'étais des auteurs pilotes du chapitre 4 qui résume l'ensemble des recherches qui a été faites sur les 6 dernières années sur l'évolution du niveau de la mer en réponse au changement climatique. Alors un point important, d'une manière générale, le GIEC ne fait aucune recherche. Le GIEC fait un résumé des recherches qui ont été faites par les chercheurs mondiaux, tous les chercheurs et toutes les études qui ont été faites sur le climat. Par exemple, le rapport spécial océan rassemble plus de 6500 études qui ont été réalisées entre 2014 et aujourd'hui. Alors dans le chapitre 4 sur les évolutions du niveau de la mer, quels sont les résultats importants? Tout d'abord, on observe depuis 2014, avec le recul de 6 années de mesures de plus, enfin 5 années de mesures de plus, on observe que le niveau de la mer augmente rapidement, il accélère par rapport aux 10 années précédentes. Le niveau de la mer augmente à cause de 2 facteurs majeurs. Tout d'abord parce que la chaleur qui est générée par le déséquilibre énergétique en haut de l'atmosphère, causée par les émissions de gaz à effet de serre anthropiques, pénètre l'océan et fait réchauffer l'océan. Et lorsqu'elle fait réchauffer l'océan, ça apporte une dilatation thermique qui fait augmenter le niveau de la mer. Par ailleurs, cette chaleur pénètre aussi la cryosphère et fait fondre les glaciers de montagne, les calottes polaires, Antarctique et Groenland, et donc apporte plus d'eau à l'océan et fait augmenter aussi le niveau de la mer. Depuis 10 ans, ce qui est nouveau, c'est que c'est la composante cryosphère, c'est la fonte des glaciers et des calottes polaires, qui est dominante aujourd'hui sur la dilatation thermique. Et c'est nouveau, c'est ce qu'on attendait de nos projections de climat, et c'est ce qui devrait se confirmer dans le futur. Donc aujourd'hui, pour mémoire, le niveau de la mer augmente à la vitesse de 3,6 mm par an sur les 25 dernières années, ce qui est à peu près 2 fois plus rapide que ce qu'on a connu sur le dernier siècle. Et donc sur le dernier siècle, le niveau de la mer a augmenté 1,5 mm par an, ce qui est environ 3 à 5 fois plus rapide que les augmentations maximum qu'on a pu connaître sur les 6000 dernières années. D'un point de vue variabilité régionale, on confirme dans ce rapport que le niveau de la mer n'augmente pas partout à la même vitesse, pour un certain nombre de raisons. La principale raison, c'est la dilatation thermique qui n'est pas uniforme dans l'océan. Il y a des régions dans lesquelles la chaleur de l'océan se concentre, la chaleur qui rentre dans l'océan se concentre et donc fait des augmentations du niveau de la mer plus rapides. D'autres régions, au contraire, où la chaleur des couches de surface est poussée par les vents et donc les eaux froides du fond remontent et on a un niveau de la mer qui augmente moins vite. Pour les projections maintenant, donc la cause principale de la dilatation thermique et des glaciers de montagne depuis les années 70 est très majoritairement due aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre. On observe de manière concomitante la perte de masse très rapide des calottes polaires depuis les années 90.
Le lien avec les émissions de gaz à effet de serre est difficile à faire aujourd'hui parce que les processus qui causent ces pertes de glace dans les calottes sont des processus petite échelle qui se passent essentiellement sous les langues de glace en Antarctique et puis à la surface aussi au Groenland. Donc il y a les deux processus au Groenland, il y a sous les langues de glace en Antarctique, je reviendrai dessus tout à l'heure. Et puis à la surface. Et ces processus petite échelle, il est encore difficile de faire le lien avec les évolutions grande échelle, même si la communauté soupçonne très très fortement que ce soit lié au réchauffement global. Donc quel que soit le scénario d'émissions de gaz à effet de serre, le niveau de la mer va continuer à augmenter pendant des siècles et il restera élevé pendant des millénaires. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est que on a émis énormément de gaz à effet de serre et donc les concentrations de gaz à effet de serre sont très élevées aujourd'hui dans l'atmosphère. L'océan met beaucoup de temps à absorber ces gaz à effet de serre. Il a déjà absorbé 20 à 30% des émissions de gaz à effet de serre anthropiques. Il faudra encore des centaines d'années avant qu'il absorbe l'excès de gaz à effet de serre qu'on a déjà émis aujourd'hui. Donc même si on arrêtait d'émettre les gaz à effet de serre aujourd'hui, l'océan mettrait longtemps à absorber cet excès de gaz à effet de serre. Et du coup, la réponse du changement climatique, et en particulier la réponse radiative, va continuer encore pendant des siècles. Par ailleurs, le système climatique a une très grande inertie de réponse, en particulier à cause de deux composantes les plus inertielles, qui sont l'océan et la cryosphère, qui sont précisément le sujet de ce rapport du GIEC. Donc l'océan met des centaines d'années, voire des milliers d'années à absorber aussi la chaleur, qui est due au déséquilibre radiatif causé par les gaz à effet de serre. Et la cryosphère, les calottes polaires en particulier, mettent très longtemps à répondre, parce qu'elles ont des dynamiques qui peuvent être très très lentes. Et du coup, même si on arrivait à enlever aujourd'hui les gaz à effet de serre de l'atmosphère, donc une hypothèse qui est complètement illusoire au niveau technologique actuel, le système climatique continuerait à répondre sur des siècles et des milliers d'années. Cette hausse du niveau de la mer dans le futur va dépendre énormément des scénarios d'émissions que l'on choisit. Donc si on prend deux scénarios, le premier scénario qui est le scénario de réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre, qui suit les recommandations de la COP21. Pour ce scénario-là, on attend une hausse du niveau de la mer en 2100 de l'ordre de 40 cm, 43 cm. Si on ne fait pas de réduction très efficace des gaz à effet de serre, on aura une augmentation du niveau de la mer de l'ordre de 84 cm en 2100, qui pourrait aller, dans le pire des cas, selon la variabilité interne du système climatique, jusqu'à 1,10 m. Dans les nouvelles projections que l'on propose dans le rapport du GIEC actuel, on a remis à jour des projections liées à la perte de masse de l'Antarctique. Alors pourquoi l'Antarctique ? Parce que l'Antarctique est la partie que l'on comprenait le moins bien jusqu'à maintenant. Les processus qui font perdre de la masse en Antarctique sont des processus qui sont fine échelle, qui se passent entre l'océan et la calotte et qui viennent faire fondre les langues de glace de la calotte polaire qui sont sur la mer, qui retiennent l'écoulement des glaciers des bassins versants de l'Antarctique. Lorsque ces langues de glace sont érodées par l'océan qui est plus chaud, les langues de glace cassent et l'écoulement de la glace dans ces bassins antarctiques se fait de manière plus rapide. Et du coup, on a une perte de masse de l'Antarctique accélérée et une augmentation du niveau de la mer. Ces processus sont mieux compris, on l'appelle en anglais Marine Ice Sheet Instability. Ils sont mieux compris depuis le dernier rapport du GIEC. Ils ont fait l'objet de recherches intenses depuis le dernier rapport. Et aujourd'hui, on a pu les ajouter dans nos projections du niveau de la mer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les chiffres que je viens de vous donner sont réévalués à la hausse par rapport au dernier rapport. Donc environ à la hausse, c'est une dizaine de centimètres de plus en 2100 par rapport au dernier rapport du GIEC sur le scénario dans lequel on ne diminue pas les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est quelques centimètres de plus dans le scénario dans lequel on diminue drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà à peu près pour 2100. Alors, il y a un point très important que je tiens à dire, c'est ce qu'on voit moins dans le rapport. Ces projections qu'on donne en 2100 sont des projections qui sont faites, qui couvrent 83% des cas. Il existe 17% de probabilité que la hausse du niveau de la mer en 2100 soit significativement plus grande que ce que je vous ai dit là, de l'ordre de quelques dizaines de centimètres. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ça ? On ne parle pas de ces 17% parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'accord dans la communauté scientifique sur les processus, sur des nouveaux processus qu'on commence à identifier qui pourraient accélérer la perte de masse en Antarctique en particulier.
On pense à deux processus très précis, mais il y a aussi potentiellement d'autres processus qui commencent à émerger. Donc les deux processus précis, le premier c'est ce qu'on appelle le Ice Cliff Instability, qui est un processus qu'on observe au Groenland, mais qu'on n'observe pas encore en Antarctique, qui est qu'on a de la fonte en surface, donc ça pourrait arriver en Antarctique de l'Ouest sur la péninsule. Aujourd'hui on observe dans certaines régions du Groenland de la fonte en surface sur les langues de glace qui flottent sur la mer. Cette fonte en surface fait percoler de l'eau dans ces langues de glace. Cette eau, lorsqu'elle regèle au moment de l'hiver, lorsqu'il fait plus froid, fait casser ces langues de glace et les fait casser très haut en amont sur les langues de glace. Donc ça c'est le premier processus. Il y en a un deuxième qu'on appelle la rétroaction de la glace de mer. En fondant, l'Antarctique génère des quantités d'eau douce, des grandes quantités d'eau douce qui viennent s'accumuler à la surface de l'océan autour de l'Antarctique. Alors pourquoi à la surface? Simplement parce que l'eau douce est moins dense que l'eau salée, donc elle s'accumule à la surface. En s'accumulant à la surface, elle isole le fond de l'océan de la surface, et puis cette eau douce, comme elle est soumise au vent très froid autour de l'Antarctique, elle regèle et elle forme de la glace de mer. Cette glace de mer isole la partie profonde de l'océan de la surface. Ces deux processus sont mal compris, ils ne sont pas modélisés dans le modèle couplé de climat. La communauté n'est pas d'accord sur la manière de les simuler, sur la manière de les paramétrer, et n'est pas non plus d'accord sur exactement la manière dont ces processus sont compris. Du coup, on a une faible confiance sur ces processus-là, mais on sait que s'ils se déclenchaient, ils pourraient amener des augmentations significatives de la contribution de l'Antarctique à la hausse du niveau de la mer. Et donc aujourd'hui, on n'est pas capable de donner une projection qui va couvrir ces 17% de probabilité en plus dans lesquels pourraient arriver ces processus-là. La connaissance actuelle de la science n'est pas suffisante. Donc on ne donne pas de conclusion ferme dans le rapport sur ces questions-là. On indique juste que le manque de connaissances nous empêche de donner une projection plus fiable sur le niveau de la mer en 2100. Alors c'est important pour 2100, pour quelques dizaines de centimètres de niveau de la mer, mais c'est très important pour après 2100. Après 2100, dans un climat significativement plus chaud, en particulier si on ne réduit pas de manière drastique les émissions de gaz à effet de serre, on ouvre la porte à l'émergence de ce type de processus qui ferait des instabilités significatives dans l'Antarctique et qui pourrait amener à terme des hausses de niveau de la mer en 2200, 2300 de l'ordre de plusieurs mètres. Et donc on n'est pas capable de donner des projections avec des niveaux de confiance moyens ou élevés au-delà de 2100 à cause de la potentialité de l'émergence de ces processus que l'on ne comprend pas encore aujourd'hui. On sait que si l'on restait sous 2 degrés, toutes nos simulations suggèrent que ces processus-là, même s'ils émergeaient, seraient très faibles et on pourrait rester à des hausses du niveau de la mer raisonnables de l'ordre du mètre ou de quelques mètres à l'horizon de 2200-2300. Voilà pour la plupart des résultats sur la hausse du niveau de la mer. Alors cette hausse du niveau de la mer, elle a un certain nombre d'impacts sur les communautés côtières et puis sur les écosystèmes côtiers. Ces impacts, on connaît leur forme générale. On sait que on va avoir des impacts à long terme avec des submersions permanentes, une érosion accélérée des côtes, des pertes des écosystèmes côtiers, en particulier dans les marais maritimes ou dans les mangroves. On s'attend aussi à une salinisation des aquifères côtiers, une perte de terres arables par salinisation de surface aussi. Mais la première conséquence, et celle qui sera ressentie le plus vite par les communautés côtières et en particulier par les villes côtières, ce sont l'augmentation des fréquences des événements extrêmes. Donc si on prend un exemple, l'exemple de Xynthia, c'est à La Rochelle, entre 1,50 m et 1,60 m, au moment extrême de surcote, au moment le plus intense de la tempête Xynthia. Si l'on regarde sur l'histoire, on voit que les événements extrêmes sont très dépendants de l'intensité des tempêtes et ils sont d'autant plus élevés qu'ils sont rares. Donc un événement comme Xynthia, c'est estimé entre un événement de retour de 200 à 300 ans. Tous les 200 à 300 ans, on va avoir une surcote à La Rochelle de l'ordre de 1,50 m à 1,60 m parce qu'on a une tempête de type Xynthia. Dans le futur, si le niveau de la mer augmente d'1 mètre, les événements extrêmes de niveau de la mer vont être beaucoup plus courants. Pourquoi ? Parce que pour obtenir un événement extrême maintenant d'1,50 m, il suffira d'une petite tempête qui ne fera qu'une surcote de 50 cm.
Or, des tempêtes qui font des surcotes de 50 cm sont beaucoup plus communes que les tempêtes qui font des surcotes de 1,50 m. Du coup, pour une tempête de surcote d'une cinquantaine de centimètres, qui peut arriver une fois par an ou une fois tous les 2-3 ans, on aura un niveau extrême de 1,50 m dans le futur. Donc, on atteindra des niveaux extrêmes de niveau de la mer d'1,50 m dans le futur. Probablement, aujourd'hui, si l'on suit les résultats du GIEC, ce qu'ils indiquent, c'est que si on suit un scénario sans réduction d'émissions de gaz à effet de serre, on aura en 2100 à peu près partout sur le globe des niveaux extrêmes de la mer tous les ans en 2100 qui seront équivalents au niveau extrême qu'on expérimente aujourd'hui tous les 100 ans. Alors, ça ne veut pas dire qu'on aura une tempête centennale tous les ans en 2100. Ça veut dire que tous les ans en 2100, on aura un niveau extrême de la mer qui sera le même que celui qu'on obtient aujourd'hui pour une tempête centennale. Mais par contre, on l'obtiendra pour une tempête beaucoup plus faible. C'est-à-dire qu'on aura donc bien un niveau de la mer extrêmement élevé, mais des vents assez faibles et des dépressions assez faibles. Mais pour ces dépressions assez faibles et ces vents assez faibles, le niveau de la mer sera extrême. Pour un scénario où on diminue drastiquement les gaz à effet de serre, comme dans le cas de ce que propose la COP21, ce sera en 2100, ce ne sera que la moitié du globe qui sera exposé à ça, et la partie du globe qui sera exposée à ce retour annuel des événements extrêmes centenaux sera plutôt située entre les tropiques. Pour les moyennes latitudes, on obtiendra, si on réduit significativement les gaz à effet de serre, ce sera plutôt à l'horizon de 2120-2130. On retrouvera d'une manière annuelle ces événements extrêmes de niveau de la mer centenaux. Donc en fait, on voit ici, je vais revenir dessus juste après, on voit ici qu'en adaptant, on gagne du temps, en atténuant les émissions de gaz à effet de serre, on gagne du temps pour l'adaptation. Maintenant qu'on a vu la hausse du niveau de la mer, les causes physiques et la mesure et puis les projections, on a vu aussi les impacts potentiels. Quels sont les risques qu'on peut avoir à la côte? Alors le risque, c'est une chose plus complexe que simplement l'aléa qui est la hausse du niveau de la mer à la côte. Donc dans le risque, on considère 3 éléments lorsqu'on évalue le risque d'une communauté côtière, par exemple. D'abord l'aléa, celui dont je viens de vous parler, c'est-à-dire quelle va être la hausse du niveau de la mer, quelle est la hausse actuelle du niveau de la mer, ou quelle va être la hausse du niveau de la mer qui va amener un risque sur une communauté côtière. Deuxièmement, on a ce qu'on appelle l'exposition, c'est-à-dire à quel point cette communauté côtière est exposée à ce risque. Alors bien sûr, des villes côtières sont beaucoup plus exposées que des villes qui sont dans les terres. Donc plus on est près du niveau de la mer, plus on est exposé par exemple à l'aléa du niveau de la mer. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'exposition. Et puis ensuite on a ce qu'on appelle la vulnérabilité, c'est-à-dire la capacité des communautés côtières à répondre et à s'adapter. Et donc souvent la vulnérabilité est très très liée au niveau de richesse d'une communauté. Une communauté côtière comme par exemple une mégapole a une vulnérabilité beaucoup plus faible qu'une communauté côtière comme par exemple des agriculteurs sur un delta sur le delta du Nil, ou encore les communautés tribales dans des îles dans les îles basses du Pacifique, parce qu'elles n'ont pas de ressources pour répondre à cette adaptation. Donc c'est vraiment ce triptyque aléa, exposition et vulnérabilité qui va fixer le niveau de risque dans le futur. Dans ce rapport spécial Océan Cryosphère, il y a eu un effort significatif de recherche qui a été rassemblé, dont les résultats ont été rassemblés dans ce rapport sur quel est le risque qui est encouru. Et donc nos collègues des sciences humaines ont évalué comment ce risque pour les différentes grandes mégapoles côtières, les îles basses du Pacifique et de l'océan Indien, mais aussi les communautés arctiques, les communautés deltaïques, comment elles sont exposées à ce risque. Alors ce qui est très intéressant dans leurs résultats, c'est qu'on voit que le risque évolue énormément en fonction de la stratégie d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et de la stratégie d'adaptation. On voit que des grandes mégapoles qui ont une faible vulnérabilité et une capacité à réagir assez forte peuvent s'adapter jusqu'en 2100 à tous les scénarios de hausse du niveau de la mer et diminuer le risque pour passer d'un risque faible à un risque modéré. Tandis que les îles basses du Pacifique, à l'horizon de 2100, sans atténuation, passent d'un risque moyen aujourd'hui à un risque extrême en 2100, voire une disparition en 2100. Passé 2100, lorsqu'on arrive à des niveaux de la mer qui sont multimétriques, même les mégapoles ont intérêt à diminuer les émissions de gaz à effet de serre, parce que le risque commence à s'élever énormément
lorsqu'on atteint des niveaux de la mer multimétriques, parce qu'on atteint des seuils dans les capacités d'adaptation. Donc globalement, ce que l'on voit, c'est que il est important d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre pour deux raisons. D'une part, pour toutes les communautés qui sont à risque très élevé dès 2100, mais pour l'ensemble des communautés côtières qui, passé 2100, lorsqu'on atteindra des niveaux de la mer multimétriques à l'horizon de centaines d'années, on risque d'atteindre des seuils d'adaptation. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que ces émissions de gaz à effet de serre, on voit qu'aujourd'hui, elles laissent ouverte la porte à des nouvelles très mauvaises surprises qui pourraient nous arriver dans le futur, comme le déclenchement d'instabilité dans l'Antarctique en particulier, qui pourrait amener des augmentations du niveau de la mer encore bien plus grandes dans le futur si on émet trop de gaz à effet de serre.